matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et bonsoir à tous, bienvenue à vous tous pour cette émission toujours un petit peu spéciale. Cette semaine, nous recevons, comme vous le savez, un invité par jour pour une belle et grande discussion qui nous permettent justement d'ouvrir un petit peu les horizons tous les jours un peu plus et de rencontrer des personnalités différentes. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Cheminade. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour à vous, bonjour tout le monde et merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes président fondateur du parti Solidarité et Progrès. Vous avez été 3 fois candidat à l'élection présidentielle en 95, en 2012, en 2017. Vous êtes diplômé de l'ENA, d'HEC et à noter d'ailleurs ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. Économie et finances d'ailleurs pour lesquelles vous avez un jugement particulièrement critique et sur lesquels nous allons revenir dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais citer votre dernier tweet, Jacques Cheminade, puisque vous avez tweeté le 31 décembre, juste avant d'aborder cette nouvelle année 2024. Vous avez tweeté ceci: pourvu que nous nous battions pour qu'il en soit ainsi, l'année 2024 sera meilleure que celle que nous quittons. Heureuse et bonne année de combat, donc, pour nous tous et tous. Pensons à ceux qui souffrent et agissons pour les libérer de la guerre, de la faim et de l'abandon. Donc, c'est sûr que si on dresse le bilan de l'année 2023, il est assez terrible, meurtrier, guerrier, que ce soit sur notre sol ou ailleurs. Comment vous analysez-vous justement ces différents terrains de guerre interne ou internationale ? D'un côté, on a vu la face hideuse, monstrueuse de l'inhumanité. Je dirais pas l'humanité, c'est l'inhumanité. On l'a vu à Gaza, on le voit en Ukraine, on l'a vu dans le monde entier. Et pensons aussi à l'Afrique, où des choses se passent dont on parle beaucoup moins. Et en France, on a vu les restos du cœur s'effondrer, la pauvreté croître, l'espérance de vie en bonne santé commencer à décliner, et toute une crise du capital financier dont l'affaire de Casino a été un marqueur fort pour moi. Et dans cela, il y a l'autre côté des choses, parce qu'il ne faut pas en rester à une vision pessimiste. L'autre côté des choses, c'est l'ascension de ce que j'appellerais le sud planétaire, c'est-à-dire les pays du sud qui réclament leur souveraineté, qui réclament une politique gagnant-gagnant, comme diraient les Chinois, et qui veulent s'affirmer. Et là, on peut voir les germes, ce n'est qu'un début de la fin de la colonisation et de la fin, je dirais aussi, de la géopolitique, où le vainqueur veut ramasser toute la mise, où les vainqueurs veulent ramasser toute la mise, alors que dans un système de développement mutuel, chacun y trouve son bonheur. C'est la logique du traité de Westphalie de 1648. Oui, alors fin de la géopolitique, peut-être fin d'une vision de la géopolitique impérialiste, on va dire, ou unique. C'est peut-être Elle ça. l'a toujours été, parce qu'avec Mackinder, avec Haushofer, c'était toujours s'emparer d'un territoire, en particulier à ce moment-là, ce qu'ils appelaient l'île centrale, c'est-à-dire le centre du monde eurasiatique, entre l'Europe et l'Asie, s'en emparer et dominer le monde. Et c'était toute la recherche des mers chaudes, toute la politique sur cette base-là. Et ce n'est pas une politique de développement économique dans laquelle chacun trouve son avantage. C'est une politique au détriment de l'autre. Alors que dans tous les accords qui ont permis la paix dans le monde, on crée les conditions d'un développement jamais parfait, mais allant dans la direction d'un avantage pour tous, avantage d'autrui. Alors vous pensez que finalement, puisque c'est un petit peu mon introduction, on a parlé et de ce qui se passe sur notre terre et ce qui se passe ailleurs, y a-t-il un lien finalement dans ces développements meurtriers, on va dire, et négatif pour la population? Est-ce que vous voyez un lien entre ces différentes scènes? Je crois que le président Macron l'a rendu très clair. Il a parlé d'économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire l'austérité sociale. Et puis, avec une certaine surprise, je l'ai entendu affirmer 5 ou 6 fois le mot réarmement dans ses vœux. Depuis le réarmement physique, le réarmement de l'Europe, d'une Europe qui est devenue injuste, comme on peut le ressentir chaque jour ou l'éprouver, et réarmement en fait aussi militaire, puisque nos dépenses militaires ont augmenté. D'ailleurs, elles augmentent partout dans le monde, ce qui est terrible. Parce qu'on voit ces dépenses militaires et on ne voit pas de dépenses réellement assurant le développement et la justice sociale, on ne le voit pas. Donc, selon vous, ce point commun, c'est justement le fait que nous sommes en guerre, finalement, partout. Et avec une oligarchie financière qui est en bout de course.
Par exemple, aux États-Unis, dans ces deux dernières années et demie, on a mis plus de dollars pendant toute l'histoire américaine. Donc il y a une inondation, une véritable inondation de monnaie qui n'a plus de référence, disons, dans l'économie réelle productive. Alors depuis longtemps, on en parle. J'ai retrouvé un vieux texte d'un débat entre Raymond Barre et Michel Rocard, où il y a 30 ans, ils en parlaient déjà. Mais ça s'est terriblement aggravé depuis. Et on voit une économie, disons, dominée par des oligopoles financiers qui vont dans tous les domaines, depuis le trafic de drogue jusqu'à le trafic d'êtres humains. Dans un monde vraiment incroyable, on voit la Commission européenne imposer aux États de prendre dans leurs revenus les trafics de drogue, d'êtres humains et d'armes. Donc c'est logique pour eux, puisque c'est la monnaie qui fait les choses, c'est de la monnaie, ça amène de la monnaie, donc on le fait. Donc un monétarisme qui devient criminel. On va revenir justement d'abord sur la Commission européenne. Je précise d'ailleurs qu'il est question même d'enlever le droit de veto aux États encore un petit peu souverains au niveau européen dans les derniers traités, et que tout ça est en train d'avancer en effet vers une perte de souveraineté totale et une domination de la Commission et même au-dessus donc, de ce système dont vous parlez. Système que je voudrais qu'on continue de décrire. Vous dites que finalement ce système n'a jamais été aussi mal, la chute de la monnaie, la chute du dollar, et que peut-être c'est une fuite en avant aussi ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas encore une chute, c'est un système qui est en train, un peu comme le coyote de la farce, en train de courir, sans apercevoir qu'il y a le vide à ses pieds. C'est ça le système financier. Malheureusement, tout cela est lié à une politique où on n'assure plus la prospérité des peuples, on n'assure plus le développement économique, et on mène une politique qui est une politique de domination. Et c'est ça l'aspect géopolitique, c'est dominer l'autre pour assurer sa propre existence. Alors on le voit, et c'est ça qui est particulièrement tragique. Et comment ça fonctionne, pardon, expliquez-nous comment le fait de dominer l'autre, je parle donc là, vous parlez de colonialisme, et aujourd'hui on pourrait utiliser d'autres termes, d'impérialisme par exemple, donc d'imposer son schéma, on va dire notamment américain, sur les autres pays. Comment ça peut leur permettre de faire fonctionner leur système financier notamment ? Parce que au lieu d'investir dans l'économie physique, dans l'économie réelle, on investit dans l'économie monétaire. Et on maintient tout ce système en orientant cette économie vers le numérique, vers l'intelligence artificielle, associée aux militaires. Donc, qu'est-ce qui marche aux États-Unis aujourd'hui ? Raytheon, General Dynamics, Boeing, tout ce qui est dans le domaine militaire. Donc, c'est une économie que Eisenhower avait déjà dénoncée le 17 janvier 1961, quand il avait parlé du lobby militaro-industriel. Aujourd'hui, ce n'est plus militaro-industriel. C'est quoi alors aujourd'hui ? Militaro-financier numérique, et lié à toute la guerre, disons, même dans l'espace. L'espace qui était garanti comme un espace de paix par le traité de 1967, maintenant est un espace de guerre. Donc finalement, nous dépassons seulement la guerre, on va dire entre guillemets, à l'ancienne, pour avoir de nouvelles formes de guerre aujourd'hui. Oui, parce qu'on parle d'essaims de robots destructeurs, les drones. Les drones, c'est quelqu'un qui est assis quelque part loin du front, tue en suivant, je dirais, des indications que lui donnent des machines. C'est comme ça que très souvent, on suit un portable et on tue les gens qui sont autour de ce portable, ce qui a abouti en Irak à tuer des gens qui célébraient une noce autour du portable qu'on avait prêté à quelqu'un d'autre. Donc on aboutit à cela. Et de voir, pour moi, ce qui est terrifiant, c'est d'avoir vu Obama, Hillary Clinton et les autres regarder avec une sorte de fascination cette utilisation des drones qui maintenant sont partout. Tout le monde en produit, en Irak, en Iran, en Russie, en Ukraine. Partout, il y a cette saturation de l'espace par une forme de guerre et de menace de guerre. Mais ça reste encore une guerre, on va dire, physique, dans le sens il y a encore des armes et des tirs. Mais ce qui est intéressant dans votre façon de penser, c'est qu'il y a, d'après ce que je comprends, il y a plusieurs déclinaisons de la guerre. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a la menace nucléaire. Il y a la menace nucléaire, il y a la guerre même financière et économique. Oui, il y a la guerre financière, économique et idéologique. Oui.
la guerre culturelle et idéologique, c'est très fort parce que ça met les gens en condition. On voit les nouvelles, par exemple, et c'est toujours des choses qui sont menaçantes, difficiles à comprendre, et on insiste sur, depuis longtemps d'ailleurs, mais là c'est particulièrement développé, on insiste à la radio et à la télévision sur les crimes, les actes violents, mais c'est la première fois où c'est répandu dans les jeux vidéo et partout. Là, on a non seulement les médias officiels qui le font circuler, mais c'est partout dans les médias auxquels les jeunes ont accès. Ça, c'est la première fois dans l'histoire que c'est à ce niveau-là. Il y avait bien entendu les publications sur les Apaches en 1900, mais c'est rien face à ce qu'aujourd'hui on met entre les mains des jeunes. Et on crée, avec cela, une addiction à la violence. Moi, j'ai été invité au Paris Game Show, je savais que j'étais opposé à ces jeux vidéo, et je leur ai dit, mais tout ce que vous faites, ça crée une addiction à la violence. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, mais tout le monde est fait d'addiction. Donc voilà, la conception qu'on a. Et cette conception-là ne porte pas au respect et à l'écoute de l'autre. Évidemment, ça c'est certain. Et ça, on va y arriver après. C'est-à-dire quelles sont vos propositions pour qu'on puisse se tourner vers une forme d'écoute de l'autre. Et notamment, vous le rappeliez tout à l'heure sur la scène géopolitique, pourquoi pas une écoute et une reconnaissance des pays des BRICS, que vous appelez, autrement vous l'appelez le Sud planétaire. Mais on va y revenir, mais juste je voudrais continuer sur cette logique-là, de comprendre comment fonctionne cette forme d'oligarchie financière que vous décrivez et quel est encore une fois son intérêt de déclenchement ou en tout cas d'accompagnement de ces scènes de violence. Parce qu'elle est acculée. Elle est dans un système qui ne peut plus tenir. Ça a commencé le 15 août 1971. M. Mélenchon a découvert aujourd'hui, c'est une grande date, nous l'avions découvert il y a 40 ans, qui est la fin des accords de Bretton Woods. Alors Bretton Woods, c'était une domination du dollar, mais un dollar qui était lié à la production, au développement. Donc c'était une domination, mais une domination, disons, qui permettait, c'est tout la logique du plan Marshall, un certain développement. Là, c'est fini. Maintenant, c'est le Far West. Et c'est le plus fort qui l'emporte. Oui. Alors, dans le plan Marshall, il y a autre chose encore. C'est les fonds de contrepartie. Ces fonds de contrepartie sont allés dans le domaine culturel, ou je dirais contre-culturel. Et on a encouragé une culture qui est liée à tout ce dont nous parlons. Le Congrès pour la liberté de la culture, qui a été créé en 1947, je pense, a poussé ces choses-là. Il y a un livre d'une Anglaise qui le montre très bien les gens qui ont participé à ce plan. C'était contre, disons, la culture de gauche, entre guillemets, ou la culture soviétique, et profitant de ses limites et de ses incapacités, de développer une culture qui n'avait plus de référence. C'était une culture dans laquelle la perception se substituait à l'idée. Et vous dites, donc c'est fini, après Bretton Woods, le dollar n'est plus lié à une forme de développement industriel et autres. Plus du tout, disons, il était déjà de moins en moins, mais là plus du tout. Et donc qu'est-ce que ça a provoqué ? Ce qui a provoqué, c'est qu'on était à bout du système. Nixon a été obligé de faire avec Connolly ce qu'il a fait à cette époque-là. À utiliser ce changement, cette modification, comme instrument de pression sur les autres. C'est les accords de la Jamaïque. Vous vous souvenez, en caleçon de bain, Gerald Ford, Giscard d'Estaing autour d'une piscine, c'était ça, c'était prévoir quelque chose qui allait substituer à une priorité relative de l'industrie, du développement économique et de l'économie physique, réelle, productive, une économie de la monnaie et une économie dominée par cette vision. Et une économie dans laquelle l'État-nation était considéré comme un ennemi empêchant les choses de se développer. Nous avons été les premiers à condamner en 1986 l'acte unique. L'acte unique, qu'est-ce que c'était ? Libre circulation des biens, des personnes, des services et surtout des capitaux. Et j'en ai parlé longuement avec Michel Rocard. À un moment donné, il m'a dit on nous a eu. Et Mitterrand a exercé des pressions sur Bérégovoy pour qu'on dise oui à tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup plus grave que le tournant de la rigueur de 82-83. C'est le tournant des années 84-85.
D'accord. Donc on arrive à cette économie finalement qui n'est plus réelle et qui arrive à bout de souffle. Pourquoi elle s'essouffle elle-même? Pourquoi elle n'arrive pas à faire fonctionner ce système? Frappant, c'est que ce tournant, disons, de libre circulation des capitaux, c'était Chavransky à l'OCDE, Delors à l'Union européenne, et qu'en dessus, au Fonds monétaire international, 3 Français. Les Américains étaient ravis que les Français fassent le boulot pour eux. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ce qui est du long terme, ce qui favorise l'être humain, que ce soit les dépenses de services publics ou les dépenses d'industrie, on arrive à bout dans un système monétaire qui ne correspond plus à l'orientation vers cela et qui de plus en plus rapporte dans les spéculations. Donc la spéculation, peu à peu, gagne sur le reste. Et quand elle a atteint un certain niveau, on ne peut plus retourner en arrière. Aux États-Unis, Volcker a essayé de le faire en augmentant les taux d'intérêt à l'époque jusqu'à 20%. Mais on est passé tout juste à côté d'une grande crise mondiale. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, tellement la monnaie a pris une absolue domination sur le physique. C'est-à-dire qu'il y a la monnaie qui est la monnaie de singe. Alors, Marx analyse cela dans le dernier tome du Capital, où il parle de crédit et capital fictif. Et en effet, on est dans un secteur de capital fictif. Il avait raison, il voit qu'une crise secondaire et il abandonne cela. Et mon ami Lyndon LaRouche, dont on le reparlera, a repris cette analyse et a dit qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est un capital fictif, c'est un domaine du capital qui n'a plus de lien, ou de moins en moins, avec l'économie physique réelle, et de plus en plus avec un pouvoir exercé, disons, au détriment, à partir d'un certain moment, à la fois de l'économie productive et des êtres humains. Oui, et de la population. Et de la population, c'est-à-dire la population... Donc en fait, on est dans un système, une économie totalement comme vous avez dit, de la monnaie, de la spéculation fictive. Cette monnaie de singe dont vous parlez, qui alimente son propre système. Je respecte trop les singes pour appeler monnaie de singe. C'est fausse monnaie. Qui alimente son propre système à lui, mais qui s'est complètement détaché de la réalité et donc de la population et n'est plus du tout au service de sa propre population. Oui, et on trahit la nation. On le voit, l'Union européenne, peu à peu, est devenue quelque chose qui est contre l'Union européenne qui est donc alimentée, parce que là nation. on parle quand même de la monnaie, notamment du dollar et du système américain, mais de l'euro qui a été directement branché sur ce système, qui a été, je dirais, comme diraient les Américains, our junior partner, notre partenaire junior. Un peu condescendant en plus. Oui. Avec beaucoup de condescendance. Et il croit au règne du dollar, mais le dollar lui-même aujourd'hui est menacé. C'est là qu'est la différence. C'est que tous les pays du Sud ne veulent plus du dollar, ils veulent tenter de dédollariser leurs échanges. Oui. Et ils ont commencé d'ailleurs. Ils ont commencé, c'est qu'au début ils sont prudents. La Chine est très prudente sur ce point-là. Mais la Russie, il y a des gens en Russie qui aussi, avec la Chine, je peux vous en parler tout à l'heure, font des efforts dans ce sens. Je voudrais m'arrêter une seconde puisque vous le citiez, Lyndon LaRouche, qui est qualifié par les Américains. Ça vous a valu des critiques d'ailleurs. Ah oui, pas des critiques, des calomnies. Oui, voilà. de conspirationniste. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces idées et sur ces critiques ou ces calomnies? Pour résumer les choses, il disait... Dans les années après le 15 août 1971, après la fin de Bretton Woods, ce qui se met en place, c'est un ordre financier débridé, sans contrôle. Cet ordre financier débridé va de plus en plus se séparer de l'économie au service des individus, au service de la population. Si vous attaquiez à l'époque, si vous attaquiez ce que lui appelait le système Rockefeller, j'aimais pas beaucoup cette appellation moi-même, je pense que bien plus grave, c'est pas Rockefeller n'est qu'un des éléments. Mais ce système-là, si vous l'attaquiez, vous étiez de gauche ou d'extrême gauche. D'extrême gauche généralement. Oui. Aujourd'hui on dit, c'est ça, aujourd'hui on dit complotiste. Complotiste, mais à l'époque c'était d'extrême gauche. Et en même temps, il se met en place quelque chose qui est une sous-culture, une contre-culture, qui est de la jouissance immédiate, et il appelait ça rock, sexe, marchandise, musique, bruit. Et ça se met en place. Si on attaquait ça, on était de droite ou d'extrême droite. Et il me dit, et ça, c'est très habile de la part de l'oligarchie, parce que c'est marcher du même pas avec deux jambes. L'une, c'est idéologique, c'est la culture à contre-culture, et l'autre, c'est dans le domaine de l'économie, c'est la monnaie. Et ces deux choses ensemble vont former le monde, se nouer et former le monde dans lequel nous rentrons. Ça, on ne lui a pas pardonné. Surtout qu'il a attaqué le trafic de drogue bille en tête, et en dénonçant les gens
gens qui étaient à la tête de ce trafic de drogue, alors les complotistes, on a pris tel ou tel élément, qu'il avait avancé tel ou tel détail pour essayer de l'attaquer. Il y a eu des émissions à la télévision américaine hallucinantes. Je me souviens, j'étais avec Larouche à ce moment-là aux États-Unis, une émission de Larouche et Small Time Hitler, Ah oui. et répétée 30 fois comme un mantra. Donc il y a eu toutes ces attaques-là. Et il a fait 5 ans de prison. Il a été condamné, aux États-Unis c'est risible, il a été condamné pour conspiration en vue de détourner des fonds pour des campagnes politiques. Donc c'est l'avocat des droits civiques américains, Ramsey Clark, que tout le monde connaît, qui a pris parti pour lui et qui a pris son cas. Il a dit c'est le biais, comme on dit là-bas, le biais le plus grand, le plus important que j'ai jamais vu de ma carrière contre un homme politique et avec des méthodes tout à fait d'état policier. Peut-être posait-il des questions qui gênaient aussi. Oui, il a eu 2 procès. Il en a eu un à Boston où ils ont fait traîner le procès, s'apercevaient que ça tournait mal pour eux, et ont montré l'intervention de l'État américain dans cette affaire, directe, avec des éléments venus du Texas ou venus d'ailleurs aux États-Unis. Et on a dit au jury, ça va encore durer 2 ans. Alors le jury a dit non, on ne va pas rester là 2 ans. Mais le jury a voté hors système officiel, et il a voté l'acquittement à ce moment-là de Larouche en disant non, il n'y a rien pour ça. On a ouvert un second procès en Virginie, à l'anglais, là où on fait tous les procès, où il n'y a que des gens des services américains, y compris la CIA, mais pas seulement, tous les autres, qui sont parfois plus puissants que la CIA elle-même d'ailleurs. Et là, il était condamné à 15 ans de prison. Il a été libéré au bout de 5 ans. Donc c'est quelqu'un qui a été emprisonné. Et beaucoup de ses collaborateurs ont été aussi emprisonnés. Moi, je connais, c'est des gens qui n'avaient rien à voir avec des détournements de fonds. Ça fait un peu penser à l'affaire Assange, en fait, ces personnes qui dénoncent. Ça fait tout à fait penser à l'affaire Assange. Il y a le père de Julian Assange pense qu'il y a un lien entre les deux. D'accord, très intéressant. Alors, et nous défendons, nous, Assange, parce qu'il a révélé comment fonctionnait le système. Oui, tout à fait. À sa façon, en journaliste. C'est un journaliste, Assange, qui a fait son métier. Qui avait été félicité, d'ailleurs, honoré pour son travail de journaliste, jusqu'à ce que d'un seul coup, le couperet tombe et qu'on décide qu'il ne méritait plus d'être défendu, visiblement. Mais il risque tout de même, je crois, 175 ans de prison. Oui, s'il est aux États, s'il est déporté, il faut le dire les mots, aux États-Unis. Et alors, il y a la rumeur derrière tout ça, qu'on entretient. Alors, tout de suite, et les considérations qu'on entretiendra, c'est sexuel, déviance sexuelle, ce sera vol, financier, le sexe, la finance, tout ce par quoi les gens sont généralement, malheureusement, un peu trop obsédés. On l'utilisera pour déconsidérer ces personnes. Oui. Il y en a un qui a parlé d'ordre financier récemment, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, qui jusqu'à maintenant était quand même considéré comme un ministre raisonnable, donc qui rejoint pourtant ces mêmes et l'homme qui a résisté à la guerre contre l'Irak et qui a dit que les conséquences seraient désastreuses. Il n'a pas résisté. C'est son célèbre discours à l'ONU. C'est au moment où les Américains, pris de fureur, ont débaptisé les French fries, les frites françaises, en freedom fries, en frites pour la liberté. Enfin, c'était la folie aux États-Unis à ce moment-là. Et Villepin est détesté par ces milieux-là. Là, il fait une déclaration, disons qu'il faut considérer ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, chercher des solutions, et qu'il y a un capital financier qui domine les choses. Tout de suite, antisémite. Parce qu'attaquer le capital financier, c'est être antisémite. Or, Dominique de Villepin a bien des défauts, je pense, mais pas celui-là, certainement pas celui-là. Et c'est quelqu'un qui défend ses idées. Là, il s'agit tout de suite de mettre fin à ce qu'il pourrait dire, et à le déconsidérer, et à créer, même si les gens ne le croient pas, ça s'est passé avec mon cas, les gens ne croient pas ce qui a été dit sur moi, mais ils pensent que c'est bizarre, c'est étrange, ça vient d'ailleurs. Vous savez, une des premières choses que j'ai vues pour créer dans l'opinion un trouble, ça a été le fameux « La vérité est ailleurs », où on disait des choses en partie 20-30% vraies sur ce qui se passait, pour le déconsidérer par toutes des choses complètement absurdes et aberrantes. Oui, c'est une stratégie bien connue. Et ça a été un choc quand même. Là. Et à partir de là, on essaie de déconsidérer toute opposition au système en place en lui prêtant telle ou telle vision conspirationniste, bizarroïde, étrange. Or, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a 2 types d'imbéciles parmi ceux qui jugent la politique, ceux qui pensent qu'il y a des conspirations partout et ceux qui pensent qu'il n'y a jamais eu de conspiration. Et il faut voir qu'est-ce que c'est et qui a
une certaine vision politique, l'applique en fonction de ses propres règles et ses propres visions. Alors si on fait un cas pratique, par exemple, et qu'on revient sur le conflit israélo-palestinien, et qu'on parle de cet ordre financier, mais comment... C'est absolument tragique. Oui, mais comment vous l'analysez ? C'est un conflit qu'on a entretenu dans le temps. À l'origine, il s'agit d'empêcher qu'il y ait une zone, dans les années du 19e siècle, une zone qui se développe avec Mehmet Ali en Égypte, on oublie cela, qui veut moderniser, qui veut développer, récupère en 1815 toute une partie des gens qui travaillaient pour la France. Et son fils, le Pacha, qu'on envoie en Syrie, et faire une grande Syrie, un grand Égypte en développement économique. Ça, du point de vue anglais, de l'impérialisme anglais, c'est inadmissible. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser chiites et sunnites, et on va pousser sur ça, et si possible, on va mettre une population étrangère au milieu. On met les juifs, avec une vision que les juifs ont un certain droit au sol, ce qui est vrai. Donc, et on essaye de diviser. Et peu à peu, la chose gonfle. Il y a l'accord Sykes-Picot, d'abord, où, je le rappelle, dans cet accord sur la division du Moyen-Orient... on essaye de diviser ? Quand vous dites « on », qui est le « on » ? C'est divisé pour régner. C'est l'Empire britannique et son junior, l'Empire français, à l'époque. Pendant la guerre de 14, l'accord Sykes-Picot, c'est ça. De l'autre, hein. Oui, bien sûr. Alors que la France a tout pour pas l'être. Ce que De Gaulle a donné comme sens, c'est qu'on pouvait ne pas l'être. Et je dirais, c'était très curieux cette époque du gaullisme, parce que vous aviez De Gaulle et le Parti communiste qui s'entendaient sur ce plan-là, et qui sur le plan intérieur étaient tout à fait opposés. Mais il y avait ce courant que la France devrait être une exception, et pas accepter un ordre imposé de l'extérieur, que ce soit par Moscou, ou par Washington, ou par ailleurs. Ça, je ne suis pas sûr que c'était tout à fait la vision du Parti communiste, qui était quand même très allié sur Moscou. Oui et non, parce que dans le Parti communiste, il y avait tout le temps des éruptions qui étaient différentes de ce que voulait lui faire Moscou. Il y a eu Tillon, il y a eu même Marty à un certain moment. Je vous dis pas, je juge pas ces gens sur le plan moral. Oui. Je les juge sur le plan d'une opposition et d'une certaine vision de la France comme nation. Et là, on le voit dans tout le programme du Conseil national de la résistance, qui pour moi est la référence. Oui. Que dit le programme du Conseil national de la résistance ? C'est très simple. Lutter contre le féodalisme financier. On y est aujourd'hui. C'est 10 mots pour mots, ça ? Ah oui, c'est dit pour moi dans le programme. Ah oui. Donc on revient sur le conflit israélo-palestinien. Vous dites ce « on » qui est donc l'Empire britannique à l'époque, qui cherche à diviser pour mieux régner. C'est pas seulement l'Empire britannique vu comme une île, c'est quelque chose qui est international et avec tous des réseaux financiers, idéologiques, d'influence. C'est une logique d'empire. Et donc, comment ça évolue ? Ça évolue en créant au Moyen-Orient une division des choses qui permettent d'y conserver son influence et de diviser pour régner. Alors, ce qui est terrible, si on regarde les choses de plus près, c'est que à la fois ceux qui ont fondé l'État d'Israël étaient contre cette mainmise britannique, et les Palestiniens aussi. Et on a tout fait pour qu'ils ne s'entendent pas, pour qu'il y ait une impossibilité d'entente, en les divisant de toutes les façons possibles. Pour qu'ils puissent tous les deux se retourner contre la main qui les anime, on va dire un peu. Oui, et en même temps, un conflit insoluble. Insoluble, qu'on finance des deux côtés, parce qu'il faut voir que l'État d'Israël reçoit 3,5 milliards, 4 milliards par an des États-Unis, et que le Hamas, qui était à Gaza, a reçu entre 400 500 millions, peut-être 1 milliard de dollars, de la part de Doha, de la part Qatar. Mais filtré par Netanyahou. Donc, ça, il y a un entretien du conflit avec l'argent des deux côtés. C'est dramatique, c'est tragique, c'est épouvantable. Oui, ça c'est très intéressant et c'est à rappeler, je pense, le fait que finalement Benyamin Netanyahou, depuis 10 ans, alimente le Hamas, puisque stratégie du chaos, finalement, il préfère... trahit les raisons fondatrices de l'État d'Israël. Parce que Ben Gurion, il n'y avait pas de constitution. D'ailleurs, c'est très frappant pour montrer qu'il y avait bien une vue colonisatrice. Ben Gurion disait, en 47-48, on ne fera pas de constitution parce qu'il y a beaucoup d'autres juifs qui vont venir et il ne faut pas devancer leur venue. Donc il y a des lois fondamentales, simplement en Israël, qui sont établies. Et qu'il faut dire tout à l'honneur des Israéliens, aujourd'hui, qui vient d'être réaffirmée, la valeur constitutionnelle de la Cour suprême
contre Netanyahou qui voulait la démanteler. Donc c'est très important ce qui vient de se passer parce que c'est peut-être l'aube de l'élimination de cette abomination que représente Netanyahou avec Ben Gvir et Smotrich, qui représente le pire qui a pu être entretenu. Son ministre, avec le changement de vision de l'État d'Israël, parce qu'au départ avec Ben Gurion, c'était un État juif avec l'acceptation de l'arabe comme langue qui pouvait être utilisée en même temps. C'était même la deuxième langue, je crois. Que l'hébreu, c'est plus que la deuxième langue. C'est une langue utilisable parallèlement à l'hébreu. Et la démocratie. Et puis après vient le vote de 2018 de la Knesset, où on abolit cela. C'est l'État du peuple juif, il lui appartient à ce moment-là. Et on élimine l'autre, et on crée, ce qui même à l'époque avait été condamné dans la presse française, on crée une tyrannie de la minorité sur la majorité. Et on crée cette paranoïa dans l'État d'Israël de se sentir menacé de toutes parts. Ce qui devient vrai à la longue, bien sûr. Et des Palestiniens, de l'autre côté, la haine absolue du sionisme. Et on tient le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme vous le dites, donc Israël est lui-même financé par les Américains. Les Américains et Israël financent lui-même indirectement le Hamas. Donc on finance son propre monstre. Alors Eisenhower ne le voulait pas. Par exemple, il y avait un plan de développement de la région qui a été tout de suite éliminé dès qu'Eisenhower a disparu. Kennedy ne le voulait pas non plus. Tout de suite, il disparaît, son influence disparaît. Je crois qu'il y a une date essentielle pour moi, c'est le 17 janvier 1961. C'est le jour où Eisenhower prononce son discours sur la condamnation ou la crainte de l'emprise sur les États-Unis du militaro-industriel, du complexe militaro-industriel. Le même jour, Lumumba est assassiné. Et on voit Kennedy prendre le téléphone et voir ça et dit c'est terrible. Pourquoi il pense que c'est terrible ? Et Kennedy aussi a un discours avant d'être assassiné où il dénonce cette mainmise. Oui. Et pourquoi il pense que c'est terrible, Kennedy ? Parce qu'il s'aperçoit que ses propres services, on peut assassiner un chef d'État étranger sans que lui, le président entrant, le sache. Et je crois que Kennedy est sincère, il ne le sait pas. Et après, donc, tout le comportement de Kennedy, dans la crise des missiles de Cuba en 1962, dans ses discours sur la fin de la guerre froide, montre qu'il est en train de mettre en place quelque chose aux États-Unis qui devient populaire. Et à ce moment-là, il faut l'éliminer à tout prix. Alors, on l'élimine, on ne sait pas comment. Il y a un livre de Jean-François Guéraud, très intéressant, qui vient de paraître en France, disant que c'est la mafia. C'est vraiment la mafia qui l'a exécuté, mais derrière, il y avait d'autres intérêts. Je pense qu'Alan Dulles, qui a créé le silence dans la commission Warren, ou son orientation vers le tueur solitaire qui était impossible à défendre. Alan Dulles a joué ce rôle-là. Et rappelez-vous qu'Alan Dulles était en poste pendant la guerre à Berne, en Suisse, et qu'il a joué un rôle destructeur de la résistance française. Alors, là, on quitte un petit peu notre terrain. Si on a compris un petit peu, bon, évidemment, on ne peut pas aborder de façon complexe et tout en longueur et dans l'histoire ce conflit israélo-palestinien. Des amis appellent ça la preuve par la Palestine. C'est-à-dire comment ? Moi, j'appelle ça aussi la preuve par l'Argentine. C'est-à-dire, dans les deux cas, on pousse les destructeurs, ceux qui se réfèrent à des critères anti-État, ethniques, tribaux au besoin ou nationaux, contre ceux qui veulent une entente pour un développement mutuel. Vous parlez de l'Argentine, parlons un petit peu de l'Argentine. Justement, vous avez vécu en Argentine jusqu'à votre majorité. Sous le péronisme. Oui. Comment analysez-vous ce qui se passe aujourd'hui en Argentine ? Alors, c'est l'échec. Et donc la montée au pouvoir présidentiel de Javier Milei. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'échec du péronisme. C'est-à-dire le péronisme s'embrouille dans ses contradictions. La deuxième, c'est que l'Argentine, qui est un des pays les plus riches du monde, vers 1900, mon père y est allé à ce moment-là, et c'est le 3e ou 4e pays, peut-être même le 2e en revenu par tête, s'effondre. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est resté entre les mains d'une oligarchie, qui est l'oligarchie des propriétaires terriens et de la finance, de la banque. Et la troisième raison, c'est que le pays est à bout. Taux d'inflation 160% par an, fuite vers le dollar de tout le monde, etc. etc. Donc, est-ce que vous diriez que l'Argentine est un petit peu une représentation de la France du futur si on n'évolue pas ? Oui, je pense. Pas dans les mêmes conditions, pas de la même manière. Il n'y a pas un Milei, peut-être. Parce que Milei n'est qu'une marionnette. Et ceux qui l'ont soutenu, c'est Bullrich, qui était ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Macri, qui était tout le parti, ce qu'on appelle
parti des propriétaires de vaches, là-bas, le Partido Vacuno, ces gens-là et les gens de la finance qui l'ont soutenu et qui ont soutenu Milei. Et Milei, aujourd'hui, dit je vais faire ce que je veux par décret contre le Parlement. Oui. Et il est comme une sorte... Si vous comparez Milei et Netanyahou... Il peut plaire à la finance et finalement être un contre-candidat. Comparez Milei et Netanyahou du point de vue de l'oligarchie. 2 grenades dégoupillées qu'on lance sur le champ public pour créer la peur et la division. Et à partir de là, peuvent venir des gens qui contrôleront le jeu. Oui, mais créer cette peur. Bon, enfin, on va voir. En même temps, Milei, sa campagne, pourquoi elle est populaire? Parce qu'il dit... un thème que je vois en France il va est couper très dangereux. Liberté. La libertad carajo, la liberté putain, c'était son thème, avec sa tronçonneuse. Et l'autre, c'était... La tronçonneuse représentant le fait qu'il allait couper les dépenses publiques. Les dépenses publiques et toutes les dépenses inutiles. Le ministère de l'Éducation, même le ministère des Armées. Donc, et l'autre, alors... c'est que leur thème de sa campagne, c'était Milei avance, la caste a peur. La caste au pouvoir a peur. Donc évidemment, c'est une attaque contre l'État d'un point de vue tout à fait, disons, comme Ayn Rand le ferait aux États-Unis. Ayn Rand, c'est très important, c'est reconnu en France. C'est le 2e livre le plus lu aux États-Unis après la Bible. C'est l'homme fort contre l'État. Contre les forces publiques, contre le service public. Et l'État, c'est le mal par essence. Donc Milei joue sur ça, avec un État qui, en effet, n'a pas été très brillant en Argentine depuis 1920. Donc ça, c'est l'histoire argentine. Donc selon vous, ce n'est pas le sauveur de l'Argentine, en tout cas. Ah non, sûrement pas. C'est le sauveur, espère-t-on, du dollar en Argentine, puisque la dollarisation absolue de l'économie, il est pour la suppression du peso. Oui, c'est vrai que c'est une question, enfin ça pose question en effet. En même temps, on peut se dire qu'au niveau, étant donné le niveau de dette enfin le niveau du peso argentin aujourd'hui, ça peut être la seule solution pour solver le pays, non ? Alors en France, il y a la même chose qu'on essaye d'agiter. D'un côté, il y a la politique de Macron, qui est une politique de complaisance vis-à-vis de ses intérêts. Puis viennent cette conférence en France, organisée notamment autour d'Éric Zemmour, où où sont venus en tant qu'invités Philippot, Dupont-Aignan et les autres, où on est pour un Frexit, mais un Frexit dominé par ces milieux financiers. Et qui on a vu un entretien direct avec Trump et un entretien avec le président de la Chambre des représentants, le Trumpiste, venu exprès en France pour cela. Parallèlement se tenant à Londres un autre forum sur les mêmes thèmes, disant « il faut sauver l'Occident par les valeurs réelles de l'Occident ». Or, moi je veux bien, la culture gréco-judéo-chrétienne, pour moi c'est une base fondamentale. Mais eux, c'est pas du tout ça qu'ils voient comme valeur de l'Occident. Ce qu'ils voient comme valeur de l'Occident, c'est une oligarchie financière guidant les gens, alimentant un nationalisme. À Fayant Philippot, si on lui disait ça aujourd'hui, mais bon, on lui donnera la réponse à ce sujet. Non, Philippot il dit lui-même, il a assisté là, donc laissons-lui ce mot-là. Zemmour, non, Zemmour a fait le discours. Zemmour ne parle même pas de Frexit, donc. Non, mais il parle de indépendance de la France, de affronter un État prédateur. On va le recevoir prochainement, etc. donc ça fera partie des questions que je vais lui poser évidemment. Comment rester indépendant et souverain tout en restant dans cette Union européenne de Bruxelles, elle-même alimentée par les Américains. C'est une question à poser surtout à Marine Le Pen et à Mélanie. Et oui, ça c'est sûr. Mélanie, on a déjà vu les résultats. C'est une farce. Si c'était tragique, c'est une farce. Parlons un petit peu, pour continuer la farce internationale, de la Chine, puisque vous en revenez. Vous êtes allé faire un voyage en Chine pendant ce dernier mois cette fin décembre. Quels sont justement, on parlait des BRICS tout à l'heure, où vous dites le sud planétaire et cette ouverture de ces nouveaux pays qui cherchent à s'organiser autrement que par le dollar, qui cherchent à contrecarrer un peu on va dire l'impérialisme américain. Que tirez-vous de ce voyage? Moi, je ne dis pas impérialisme américain. Je dis un impérialisme d'une oligarchie qui occupe les États-Unis. Parce que ce n'est ni l'intérêt des États-Unis, ni l'intérêt du peuple américain. Le dollar est, à travers cette oligarchie, bien sûr, une monnaie américaine, mais une monnaie qui, en fait, est une monnaie du marché financier international aujourd'hui. Alors, la Chine. La Chine
est très prudente, elle voit la situation du monde, et elle se dit il faudrait une autre architecture financière et monétaire. Ce que nous aussi nous défendons. Nous avons une institution qui s'appelle l'Institut Schiller, qui appelle à une nouvelle architecture financière et monétaire, de sécurité pour chaque État et de système gagnant-gagnant pour tous. Donc, c'est une vision que certains diront utopique. Elle ne l'est pas parce que l'alternative, c'est la guerre et c'est la géopolitique de confrontation. Donc, la Chine est prudente, elle avance dans le sens de dédollarisation progressive des échanges. Pour l'instant, elle ne va pas plus loin. Mais elle a mis Dilma Rousseff, qui était l'ancienne... Et pourquoi est-elle si prudente, finalement? Parce qu'elle pense, elle ne veut pas un conflit mondial, elle pense que le conflit mondial peut éclater à n'importe quel moment. Elle ne le veut pas. D'accord. Elle pense que c'est... elle gagne... C'est pas pour des raisons économiques, puisque économiquement... Si, il y a aussi des raisons économiques, bien sûr. Elle a intérêt à un développement dans lequel elle a une position de plus en plus dominante dans ce qui est physique, dans ce qui est réel, dans ce qui est productif. C'est pour ça que quand la Chine commençait à se financiariser avec Jack Ma, elle a mis le holà, elle a arrêté son introduction en bourse à Hong Kong de 29 milliards et l'a mis sous contrôle. Donc, parce qu'on ne veut pas que la Chine aille dans cette tentation-là. Ceci dit, il y a un problème en Chine, c'est la culture, où toute une culture dite occidentale pénètre tout, surtout dans les grandes villes comme Shenzhen. Et cette culture occidentale, c'est une culture qui n'entretient pas, disons, le goût du travail et de l'amitié politique, je dirais, de la Chine pour son histoire de 5000 ans. Donc, ce qu'essaye la Chine de faire, ce qu'essaye Xi Jinping de faire, c'est à la fois d'avoir une culture confucéenne, de Confucius, de Mencius, de toute cette histoire de la Chine, et en même temps marxiste, donc c'est un marxisme aux caractéristiques chinoises. C'est ça que la Chine entretient. Alors, évidemment, il y a des répercussions étrangères, il y a des milliardaires en Chine, il y a un système qui a ses contradictions. Il y a ces contradictions parce que même, pardon, je vous fais une aparté, dans son système par exemple de surveillance, de crédit social à la chinoise, comme on le dit en français, avec cette surveillance, ces points donnés, etc. On a l'impression que là, la Chine inspire grandement les Américains. Alors oui et non, parce qu'en Chine... On voit un lien entre les deux. Il y a... je dirais, une démocratie délibérative à la base, qui est très forte, peut-être plus qu'ailleurs. Et après, il y a une démocratie consultative, c'est-à-dire le pouvoir consulte constamment le peuple. Dès qu'on arrive au comité central, non, bien entendu. Mais la Chine doit se défendre. Alors, si on voit la Chine, moi, à l'époque, j'avais dit faire une zone franche à Shenzhen, c'est permettre aux technologies, à l'impérialisme, de rentrer en Chine. Et eux ont dit non, ce qu'on va faire, c'est les laisser rentrer, c'est la réforme à l'ouverture de Deng Xiaoping, où il y a eu beaucoup de sursauts financiers forts, mais où ils ont mis en place un parti communiste pour résister, où ils ont puisé les cadres il faut être pareil, pour entrer dans le parti communiste, il n'y en a pas n'importe comment en Chine, dans le secteur financier, dans le secteur de recherche en particulier, et dans le secteur industriel, et les financiers attachés à cela. C'est pour ça que si vous voyez Huawei, Tencent, tous les autres, ou BioDream, BID, la voiture, partir de petites choses comme la téléphonie ou les batteries et peu à peu créer un système que eux appellent un système intégré ou un système construit du haut en bas de toute la gamme et qui est un système qui est une défense contre à la fois les ingérences étrangères et en même temps pour ce qui se passe à l'intérieur, pour éviter que la spéculation rentre dans ce secteur-là. Elle est rentrée dans le secteur du logement, où il y a actuellement des mesures prises pour essayer de contrôler tout ce qui s'est passé dans le secteur du logement. Mais là, vous ne m'avez pas répondu sur le contrôle de la population. Sur le contrôle de la population, mais justement, il y a ce débat à la base, je vous disais, et il y a ce contrôle de la population qui est plutôt confié aux régions, et les régions le font plutôt comme récompense que comme punition. Alors la punition tombe, évidemment, quand vous venez politique...
au sommet. Ceci dit, aux États-Unis, je ne vous conseille pas non plus de faire C'est pour ça que je vous dis, le modèle, l'opposition. sur certaines tendances, le modèle chinois inspire les Américains. Non, les Américains ont fait avant. Lyndon LaRouche, c'est avant la Chine, hein, ce qu'on lui a fait. Donc sa prison, ces années de prison. Et la culture américaine. Ce qui s'est passé en France, personne vous le dira sur ce plan-là, parce qu'on n'a pas intérêt à le dire qu'il y a cette heure culturelle en France qu'on aime bien, etc. Mais c'est l'accord Bloom-Barnes de 1947, où contre le plan Marshall, contre les bénéfices du plan Marshall pour la France, on permet l'entrée sans droit, sans opposition des films américains. Oui, tout à fait. 1947-48, 350 films d'Hollywood, 50 français. Et rentre une idéologie. Alors c'est lent, c'est pas immédiat. Et il ne faut pas être non plus sectaire ou mécaniste. Mais peu à peu, la chose se fait. Et elle se fait aujourd'hui jusqu'au point où en France, le soft power. On voit ce qui est pour moi à la fois comique et pas si étonnant que ça, de gens qui, dans les petites villes de France, ou même dans la campagne, sont dans le country music et votent Rassemblement National. Oui, c'est d'ailleurs une description de Jérôme Fourquet dans son dernier livre. Il nous reste 3 minutes, Jacques Cheminade. Comment fait-on, en France en tout cas, pour reprendre les rênes ? Alors, il faut penser international et penser qu'il faut un nouvel ordre dans le monde de développement économique mutuel. Que de ce point de vue, la France peut avoir un rôle très important et nous pensons organiser une conférence pour que les pays du Sud global, de ce Sud planétaire dont on parlait, viennent dire en Europe ce qu'ils en pensent. Par-delà la Chine et par-delà la Russie. D'un autre côté, ce qu'a dit un économiste russe qui s'appelle Serge Glaziev, il a dit que les pays qui s'étaient développés, comme l'Inde et comme la Chine, il a pris ces deux exemples-là, qui sont pas tout à fait de même nature, mais qui ont commun leur développement, l'ont fait grâce aux idées sur l'économie physique de Lyndon LaRouche. Il l'a dit publiquement. Donc pour un Russe, dire que c'est un Américain qui a pu inspirer ces politiques-là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc voilà, moi, en fait, vous voulez qu'on ouvre les yeux à l'aide des pays qui ouvrent nos yeux, qui viennent ouvrir nos yeux. Oui. Pas nous imposer. La Chine, d'ailleurs, est prudente. Elle veut garder son système, mais elle ne veut pas imposer à l'extérieur un ordre donné. Elle le fait. Il y a des choses sur son ici ou là proche, peut-être. insidieuses, mais c'est pas son but. Alors les pays du Sud, non. Et c'est très important de voir que au sein des BRICS, présidée par Dilma Rousseff, elle est à Pékin, mais c'est Dilma Rousseff qui est brésilienne, donc qui était la grande alliée de Lula, qui était président du Brésil. Il y a tous ces pays avec les nouveaux qui rentrent, et les nouveaux, c'est les pétroliers. C'est les Émirats arabes unis, c'est l'Arabie saoudite, et c'est l'Iran qui se sont entendus avec la Chine, et c'est l'Égypte aussi, et c'est l'Éthiopie. Et l'Argentine a été éliminée à cause de Milei. Mais voilà, et c'est ces pays-là qui constituent un bloc actuel alternatif. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Oui. C'est pas de juger que MBS est un grand homme, il l'est pas, mais c'est de juger que ces pays ont une certaine vision qui est différente. Et De Gaulle l'avait compris dans sa politique extérieure, cette troisième voie, qui était de se donner les instruments de la liberté et d'une politique indépendante de la France. Aujourd'hui, moi je vois en France, et je voudrais finir sur celle-là, tous des souverainistes qui pensent plus à leur nombril qu'au destin de mon pays. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jacques Cheminade. Je rappelle, président fondateur du Parti Solidarité et Progrès. On a bien brossé, en tout cas, le paysage géopolitique français aujourd'hui, avec un conseil finalement que vous nous donnez, celui d'ouvrir les yeux, peut-être en regardant, en écoutant un petit peu plus ce sud planétaire qui est en train d'émerger. Et en écoutant notre propre histoire, parce que dans le sud planétaire, la France, pas Macron, mais la France a encore une très forte réputation. Moi, j'étais en coopérant au Honduras, et dans l'hymne national, c'est « Veillons sur la France outre-mer » qui nous a offert la liberté. Donc il y a encore ça, il y a encore ce fond qu'un Villepin avait ressenti et que aussi certains dissidents du Parti communiste commencent à ressentir aujourd'hui de façon intéressante. Merci beaucoup Jacques Cheminade et merci à vous tous chers auditeurs. Demain nous nous retrouvons encore une fois pour une émission spéciale. On va continuer finalement un petit peu sur la thématique de Jacques Cheminade puisqu'on va parler de financiarisation de la nature demain à 18h. À demain. Merci encore.